Donc, la semaine qui vient de passer, c'était quand même une grosse semaine, hein, cela dit, au niveau information. On était passé assez fortement entre les gouttes parce qu'il y avait quand même, il y a quand même des semaines qui secouent beaucoup, qui bougent beaucoup. Donc, on va voir là dans la semaine qui arrive, ça devrait un petit peu plus se calmer, sauf si Trump nous réserve quelques tweets dévastateurs. Donc, on va partir sur lundi 10 février. Donc, lundi 10 février, indice des tendances de l'emploi. C'est une nouvelle, plus ou moins une nouvelle information, puisque quelque chose qui n'existait pas il y a quelque temps. C'est pour ça qu'elle est sur une étoile, mais c'est quelque chose qui va être important. On va avoir à 17h, donc du coup, la prévision de l'inflation Michigan. C'est le mandat. Là, vous voyez, par exemple, c'est la journée type, hein, la journée type de ce qui peut se passer en ce moment sur les marchés. Le mandat de la Fed, on le sait, c'est inflation, emploi. Et là, on a deux statistiques qui concernent le mandat de la Fed. On va voir que les mouvements de marché qu'il peut y avoir et les mouvements aussi qu'il peut y avoir sur le taux obligataire 10 ans vont avoir se rejoignent de plus en plus. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez positif et tant mieux. On le verra après. Donc mardi, on va basculer directement à mardi puisque T-bills 3 mois et 6 mois, c'est trop court, ça ne va pas nous intéresser. Mardi, donc 14h55, je vais me marquer le Redbook, mais vous savez que c'est plus dans une idée de préparation, ça ne servira à rien de regarder cette bougie. Elle ne fera pas de vraies tendances. 16h, on va avoir une Powell qui va parler. D'ailleurs, on va avoir le testimony normalement cette semaine de Powell, il me semble. Il va démarrer l'année, il va passer devant le Congrès, ils vont lui poser plusieurs questions. On va avoir donc, si d'ailleurs il faut cette déclaration, c'est le testimony de Powell. À mon avis, ouais, c'est ça. Donc c'est la première étape du testimony de Powell. Donc en fait là, pour que certains se rendent compte de ce que c'est. En fait, il va devant, comme nous, si on allait à l'Assemblée nationale, on va dire, et il va devant, et là, il se fait interroger sur sa politique monétaire, sur la politique monétaire qu'il a menée donc en 2024 et sur ses projections de 2025. Quelle est son analyse économique de la situation monétaire et quelle est sa perspective sur l'année qui arrive. Donc, ce qui fait que quand même, ça a un gros impact. C'est assez volatile, c'est en direct à la télé. Bien sûr qu'il y a toujours des interlocuteurs qui a envie un petit peu de faire parler de lui, d'être un petit peu la question vedette, et qui va essayer de lui poser une question un peu piégeuse, un petit peu peut-être des fois pour le bousculer. Et là, on va, comme on sait qu'il y a des sensibilités politiques, on va avoir quand même des questions à sensibilité politique. Je pense qu'on va aussi avoir des questions liées notamment à comment Powell compte gérer le mandat Trump. Hein, pour m'étaler un petit peu là-dessus, après on l'en fera pas trop parce que chaque semaine, sinon on parle de la relation Powell-Trump et c'est pas le but non plus, mais Trump a quand même tapé sur la Fed après la publication du taux en disant qu'il exhortait la Fed à baisser ses taux, que la Fed ne l'aidait pas, il les a un peu incriminés. Et là, il a tweeté dans la semaine que maintenant il comprend il comprend la position de la Fed et qu'il espère pouvoir trouver des solutions avec eux, que pour l'instant ce serait précipité de peut-être baisser les taux. Il a compris la situation et le pourquoi la Fed ne baissait pas les taux. Donc voilà, c'est du Trump dans tout genre, c'est-à-dire qu'une semaine avant, il dit j'exhorte Powell à baisser les taux et c'est à cause de la Fed que nous sommes dans cette situation. Et 4 jours après, il dit je comprends pourquoi il ne baisse pas les taux. Donc c'est assez surprenant. Mais là, voilà, je sais qu'il va y avoir beaucoup de questions
sur cette plage horaire-là, sur comment Powell compte gérer le mandat Trump. Ça va apporter de la volatilité, ça va pas mal bouger, c'est bien pour nous. Ce sera là le 16-18 sera porteur, quoi. Voilà. Même le 16-17 bougera beaucoup plus que d'habitude. Après, donc, on va avoir l'adjudication 3 ans à 19h le soir. Donc 19h. Ok. Et derrière, on va avoir donc 2 membres du FOMC qui vont parler, 21h30. Donc là, ils vont venir commenter tout simplement un petit peu le passage de Powell. Pour beaucoup, c'est souvent ça. Cette semaine, quand même, on aura eu des discours de membres de la Fed qui ont eu un impact. On va un petit peu y revenir avec notamment Barkin et surtout Bowman qui ont pris la parole. C'était Bowman ou Bostic qui avait pris la parole la semaine dernière? C'est Bowman. C'est Bowman qui avait parlé début de semaine et qui... non, Bostic aussi. Oui. Bostic lundi, voilà, et mardi. Et mercredi. Et mercredi Bowman, ouais. Donc lundi, mardi, c'était assez intéressant sur ce que nous a dit Bostic, et on verra un petit peu. D'ailleurs, on va s'étaler un petit peu après, on verra ce que ça a amené au marché. Donc, mercredi 12 février, on va avoir donc l'IPC qui va sortir, donc ça va être pareil, la stat de la semaine. 14h30. Donc, okay. L'IPC Core, donc on voit que le CPI, l'IPC, c'est la dernière stat qui est sortie était un petit peu plus faible qu'attendu. Rappelez-vous, il y a maintenant 3 semaines, quand elle est sortie. Elle est sortie 0,1% plus bas que ce que pouvait attendre le marché. Et c'est ça qui nous avait amené à cette pousser ce retournement un petit peu haussier. Je ne sais pas si vous vous souvenez sur le marché. Si on revient d'ailleurs à l'heure, c'est ça qui nous avait amené, il me semble, sur une très belle journée où on avait eu, voilà, c'était cette poussée-là, il me semble, mi-janvier, c'était peut-être, qui nous avait donc permis de faire une très très belle journée. Derrière, le PCE, lui, n'est pas ressorti dans la même tendance. Donc ça, quand même, ça va être quelque chose que l'on va devoir donc regarder. Parce que là, maintenant, c'est vrai qu'il faut voir si le CPI qui va sortir cette semaine ressort encore un petit peu sous les attentes, ce qui serait bien, ou s'il se cale plutôt sur le PCE et donc dans les attentes, ce qui serait forcément une moins bonne nouvelle pour le marché et pour la Fed. Okay. Ma parole se coupe. Il faut me dire sur le moi, je n'entends pas, ça va très bien pour moi. Donc, du coup, mercredi 14h30, on va avoir donc le CPI, l'IPC Core. Manuel, monsieur. Donc là, pour les adeptes de bougies, comme il n'est pas là, mais s'il écoute le YouTube demain, ça fait partie donc des bougies que l'on peut prendre. Bien que je vous le déconseille honnêtement, parce que voilà. Pour valider un compte, tu veux dire? Ah oui, forcément, là on va avoir c'est des bougies comme on faisait. Voilà, mais bon, d'accord. Je vais vous recommander plutôt d'attendre la journée parce que ce sera très tendance sur la journée. 16h, on va avoir Powell donc, qui va continuer son testimony. C'est sur 2 jours, donc il va être interrogé pareillement à tour de rôle. Il lui pose des questions, toujours la même idée.
Et normalement, voilà, 18h Bostik et le T-Note 10 ans. 18h Bostik et 19h T-Note 10 ans. Qui peut avoir pas mal d'intérêt. Et bon, après 23h, donc on va voir où à l'heure. Mais le marché sera fermé, pardon. Donc jeudi 13 février, on sera donc avec l'allocation au chômage comme d'habitude, les inscriptions au chômage à 14h30, les prix à la production à 14h30 qui seront aussi intéressants, qui feront de toute façon que là par contre c'est une bougie qui partira dans plusieurs sens. Hein. Pourquoi donc, celle de la veille, elle ira que dans un sens? Celle de mercredi, elle ira que dans un sens, oui. D'accord, merci. C'est déjà mieux. Voilà. l'IPP, ça c'est bon. 4 semaines, c'est bon. 8 semaines, c'est bon. Le T-Bone 30 ans, 19h. Jeudi, toujours 19h. Le T-Bone 30 ans. Il n'y a que ça en fait, jeudi. T-Bone 30 ans, c'est tout. Non, jeudi, il y a les inscriptions. Ah, 2h30, mais avant 2h30, il n'y a rien. C'est ça. Et après, il n'y a plus jusqu'à 19h. Voilà, c'est bien ce que je me demandais. Merci. Et donc voilà. Et ce sera bon. Et donc, vendredi. Et vendredi, normalement, c'est férié. Normalement, c'est férié. C'est pas vendredi, c'est pas la Saint-Valentin? Non, c'est le 17. Ah, c'est le 17. Oui, pardon. C'est le 17 ou c'est le férié, normalement. Je crois. Alors, peut-être que j'ai pas la bonne date. Moi, j'avais mis le 14. Lundi 17 février, tu as raison. Lundi 17 février, donc j'avais dû me tromper. Mais je vais te dire honnêtement, moi je croyais que c'était le 14 aussi, la Saint-Valentin. Oui, non, c'est la Saint-Valentin, c'est le 14. Mais les marchés financiers, eux, seront fermés le 17. D'accord, ça n'a rien à voir. Voilà. Ok, allez, ça je me le décale du coup. Donc, parfait. Sachant que de toute façon, la semaine du 17, j'en profite pour vous le dire, comme du 17 au 1er mars, donc je ne serai pas là, je pars en vacances. Donc, il y aura un travail des cartes, par contre, le 16, mais voilà. Donc, le 14, ce sera ouvert. On aura donc vente au détail à 14h30. 14h30, vente au détail. Indice des prix à l'exportation, donc ça maintenant on va commencer à le cerner, à le suivre, indice, moi personnellement, exportation et importation, avec vu l'ami Trump, je pense qu'il va falloir que ça on le surveille quand même pour voir un petit peu l'évolution que ça peut avoir, parce que là pour donner idée, non, je ne traderai pas sur le créneau pendant mes vacances. Je serai en vacances. Voilà. Si je trade, c'est plus des vacances. Sa femme, elle va le pendre. Ouais. Donc, les indices des prix à l'importation et exportation, il faut savoir quand même que là, l'Amérique a publié la plus mauvaise balance commerciale de son histoire entre les exportations et importations. Donc, non seulement il y a une augmentation des importations qui ont créé ça, alors on peut s'attendre, on peut se dire que c'est un effet d'anticipation sur les mesures de Trump et ils ont voulu effectivement importer peut-être plus de produits en se disant ben, au moins on les aura déjà sur le territoire, ils ne pourront pas être taxés une deuxième fois. Mais surtout, il y a quand même aussi une baisse des exportations. Donc ça quand même c'est un peu plus inquiétant parce que normalement on aurait pu se dire qu'il fallait qu'il y ait une augmentation des exportations, mais il y a plutôt une baisse des exportations, donc ça va pas calmer le blondinet.
Mais je voulais poser une question. Si, mettons, tu vois, ils vendent pas beaucoup chez eux, mais tous les gens, leur marché, c'est les Américains. Il peut mettre beaucoup de taxes et il baisse tout le monde, puisque lui, il doit pas, tu vois, on peut lui faire même lui sur les taxes, mais comme lui, il vend pas beaucoup à l'étranger, c'est pas mieux pour lui. J'ai pas compris la question. Tu vois, Trump, Ouais. les Américains, ils vendent pas beaucoup à l'étranger, mais les étrangers vendent beaucoup sur leur sol. Donc, si lui met des taxes sur les... Hein? C'est le problème qu'il veut régler, oui. Eh bien là, s'il taxe les autres, il a un moyen de pression sur les étrangers, si tu veux, mais lui, on ne peut pas lui mettre beaucoup de pression puisqu'il ne vend pas beaucoup de choses. Je pense que c'est dans ce sens, il est gagnant sur tout le monde, en fait. Bah, il est gagnant, oui et non, parce que quand tu vas taxer le produit importé, ça veut dire que du coup, oui, indirectement, tu vas taper sur la source du produit. Bon, bien que ce sera l'économie du pays qui va importer, va morfler, qui va subir, mais voilà. C'est une entreprise surtout qui va subir. Sauf que quel est l'impact? Ça veut dire que derrière, l'entreprise, elle va faire quoi? Si elle est plus taxée, elle va le vendre plus cher, le produit. Enfin, ça, c'est ce que lui dit, que du coup, il va baisser les impôts des sociétés et des particuliers pour pouvoir lutter contre cette inflation de prix. Mais soit l'entreprise, en fait, elle n'a pas 36 solutions. Si elle paye 10 ou 25% de plus de taxes, soit elle le prend sur sa marge, soit elle le réimpacte sur ses prix. Donc, soit le client américain, il accepte de payer plus cher, soit la société, elle fait moins de marge. Si le client n'accepte pas de payer plus cher, et c'est ce que se dit Trump, s'il doit payer plus cher pour un produit, en gros, clairement, on va appeler un chat un chat. S'il doit payer plus cher pour un produit chinois, et finalement, nous, on ferait un peu pareil. Si j'ai un produit chinois à 10 € et j'ai le produit made in France à 12, lequel j'achète? Peut-être on va acheter celui à 12 parce que ça nous semble tellement proche en prix, où on va se dire, si je paye le produit chinois à 5 au lieu de 12, ça m'intéresse. Si je le paye le même prix ou presque, je préfère consommer local. Lui, c'est ce qui se dit. Mais reste que ça peut aussi ralentir la croissance parce que ça va générer de l'inflation. Et donc, si tu ralentis la croissance, tu vas aussi, du coup, ralentir l'économie. Et il ne faudrait pas la ralentir trop fortement. Voilà. Parce que comment faire si les gens après ne peuvent ni plus acheter le produit importé ni acheter le produit local, ça va devenir compliqué pour eux. Le risque, il est là aussi. C'est comment trouver le bon équilibre pour que les gens puissent consommer le produit local. Parce que si tu taxes tout le monde et qu'eux ne t'achètent plus en revanche, voilà, ça peut être une spirale négative qui se met en place. Quand on voit la Chine qui a répondu directement, bon, on l'abordera après dans la seconde partie, mais quand tu as des personnes comme le Mexique et le Canada qui répondent qu'ils vont mettre en place des sanctions, les mêmes que Trump, ça, au moins, ça ne fait pas une escalade dans les sanctions. Les Chinois, eux, pour montrer quand même qu'ils avaient du répondant, ils ont annoncé 15%, quand Trump en annonce 10%. Donc, ils veulent montrer quand même que... Alors, on va avoir le GDP Atlanta à 19h. Donc, vendredi. Après 21h, on aura discours de Logan de la Fed, et ce sera tout, puisque les positions spéculatives, et ce sera terminé. Donc, 19h, GDP Atlanta, et 21h, on aura la projection de la Fed. Donc, c'est bien ça, c'est lundi 17 qui est férié. C'est confirmé. Allez, donc, au niveau du marché économique, justement, voilà, ce que l'on peut, on vient un petit peu d'évoquer le sujet, mais si on regarde, si on prend un petit peu la semaine qu'on vient de passer, dans la semaine qu'on vient de passer, on va le voir, on a eu un effet Trump qui était assez important, très important même. On va le mettre en 1 heure. Ici, pardon, on va voir que on était sur même on peut mettre 1 demi-heure apparemment. On était plutôt sur
On venait de faire le travail des cartes. On avait dit que ça devrait ouvrir suite à la publication de l'information durant le week-end. Il a été gentil de la mise en place des droits de douane. Voilà, le marché décroche complètement. Il ouvre 500-600 points plus bas. Dans la journée même, donc ça c'est très Trump, dans la journée même, déjà on a une réaction et du Premier ministre canadien et du Mexicain qui disent qu'ils ont eu Trump au téléphone et que donc ils vont mettre des barrières, les militaires à la frontière pour pouvoir lutter contre l'immigration et donc gagner du temps. Donc ce temps a été racheté par les marchés le jour même, puisque on le voit, dès le lundi soir, on était déjà presque revenu on était même revenu sur le seuil d'ouverture du vendredi soir, de clôture du vendredi soir. Donc, ça nous a permis de faire un très beau mouvement. Derrière, qu'est-ce qui s'est passé sur cette semaine ? On a eu quand même quelques discours, quelques déclarations de membres de la Fed qui sont intéressantes et qui portent quand même à se poser des questions. C'est-à-dire qu'on a eu des résultats d'entreprise, on sort là, ça y est, on vient de clôturer tous les résultats d'entreprise, donc que ce soit tous les fameux GAFAM, pour nous, ceux qui nous intéressent le plus. Et dans ces GAFAM, quand même, on a une majorité des entreprises, pour pas dire toutes, qui projettent d'avoir quand même une guidance, on appelle ça, le guidance, c'est l'objectif de profit pour le prochain trimestre, donc pour le T2, le T1 de 2025, donc la prochaine publication de résultats, qui serait moins élevé que ce que pouvait attendre ou ce que pouvait souhaiter le marché. Donc c'est-à-dire qu'en gros, il y a toutes les entreprises qui ont plutôt publié des résultats plus ou moins en adéquation, on le verra, avec ce qu'attendait le marché, bien qu'il y ait quand même des petits bémols, et surtout, tout le monde est très prudent pour le T1 de 2025. Donc ça, en fait, qu'est-ce que ça vient générer ? Ça vient générer cet effet que chaque fois, sur chaque publication, on a plutôt eu d'abord une baisse du marché, puis après une forte hausse du marché, parce qu'on a eu cet effet bad news is good news, à force de l'entendre. Il y a bien un jour où bad news, il va redevenir bad news, j'espère, pour le marché, parce que là, on va finir par marcher un petit peu sur la tête. Mais on est dans une idée, en fait, où ce qui nous tient en haleine, clairement, depuis des années, c'est, depuis qu'il y a eu à lutter contre cette inflation, c'est qu'est-ce que peut faire la Fed ? Qu'est-ce que va être la prochaine décision de la Fed ? Et donc là, la Fed, en mois de décembre, clairement, ils nous ont dit qu'il y avait une baisse de taux, que c'était la dernière et que sur 2025, ils avaient du mal à projeter une baisse de taux. En janvier 2025, ils nous disent, les marchés, souvenez-vous, on avait retenu cette phrase du discours de Powell qui, pour une fois, avait parlé des marchés, c'est quelque chose qu'il fait très rarement, et il avait parlé des marchés en disant que les marchés étaient sur des prix élevés. Donc, ça, petit warning en me disant, attention, en gros, moi, j'ai le temps pour baisser mes taux, puisque de toute façon, vous faites qu'acheter. Donc, en gros, si vous considérez que vous êtes prêt à payer 29 fois les bénéfices, pourquoi la Fed, elle aurait une pression à baisser ses taux, puisque de toute façon, vous êtes prêt à acheter des titres d'entreprises qui ne génèrent, si on peut dire, pas le bénéfice pour le prix où vous l'achetez, clairement. Donc, on est dans un système quand même, si on doit faire un bilan assez neutre, purement économique de la situation, on est quand même sur un système où on achète presque de la bulle, on achète un peu de vent, on croit en l'avenir avec clairement ce changement de technologie et de monde, comment on appelle ça, de révolution industrielle. On a eu la révolution tertiaire, la révolution industrielle. Là, on est dans cette révolution, en fait, IA du secteur technologique. Donc, le secteur technologique devrait apporter vraiment un changement drastique de notre façon de consommer, de travailler, et donc la façon dont se façonne notre économie, d'accord ? Mais reste qu'on achète très cher ces entreprises-là, parce que pour l'instant, elles ont besoin pour cela
de s'endetter pour pouvoir faire de la recherche et développement, s'endetter énormément, et que la politique monétaire mise en place par la Fed en face de ce besoin de capacité d'endettement, c'est une politique monétaire restrictive qui incite à ne pas créer de l'argent, à ne pas s'endetter, parce que s'endetter coûte cher, puisque aujourd'hui, s'endetter coûte 4,50% au niveau des États-Unis. Et donc, c'est volontaire de la part de la Fed pour pouvoir ralentir cette économie. D'accord ? Donc ça, c'est pour poser un petit peu le contexte et le cadre. Si on est dans ce processus donc de tentative de désinflation, Powell nous a quand même accompagné de ses porte-paroles les plus marquants, comme William, qui est président de la Fed de New York, qui nous disent que voilà, ce processus, il va continuer à être mouvementé, à être difficile. Et souvenez-vous, la dernière fois, on avait évoqué aussi qu'il nous avait dit que on aurait un retour vers l'inflation, que le target de 2% d'inflation était toujours là, qu'on aurait ce retour vers le target de 2%, mais il avait ponctué sa phrase en disant over coming years, donc dans les prochaines années. Donc dans les prochaines années, comme je vous avais dit, moi, quand je lis, et je pense que là, si tout le monde si on dit dans les prochaines années, ça veut dire minimum combien, ça veut dire minimum 2, parce que si tu dis les prochaines années, c'est qu'il y en a plusieurs. Donc, s'il y en a plusieurs, il y en a minimum 2. Donc, du coup, 2025, 2026, ce qui laisserait penser qu'on pourrait atteindre les 2% en 2027, du coup. Donc, ce qui fait que on serait quand même parti pour un chemin sur lequel, effectivement, la politique monétaire à mettre en place, elle ne va pas pouvoir se détendre tout de suite. Et pourtant, le marché reste sourd à tous ces avertissements, reste comme s'il n'entendait pas. Powell, ça fait quand même maintenant plusieurs mois, je crois que c'était au mois d'octobre l'année dernière, qui nous avait dit qu'il avait le sentiment, souvenez-vous, que le taux neutre serait probablement nettement plus élevé qu'avant le Covid. Donc ça veut dire que quand même pour lui, il va pouvoir atteindre ces 2% d'inflation et laisser un taux directeur qui soit plus élevé que celui qu'on avait avant le Covid. Hein. Donc ça veut dire qu'en gros, avant le Covid, on avait 2% d'inflation et on avait à peu près un taux directeur qui se situait entre 1,50 et 2. Et là, pour pouvoir maintenir ce taux d'inflation à 2%, ça veut dire qu'il sera plutôt au minimum entre 2 et 2,50, puisqu'il considère qu'il sera plus élevé qu'avant. Donc, s'il est plus élevé qu'avant, il est au minimum sur la marche d'au-dessus. On peut même penser qu'il sera entre 2,50 et 3, donc sur la marche encore au-dessus. Ça, c'est le contexte de ce que nous dit la Fed. Et puis, à côté, on a ce que le marché entend. Et on a ça. Voilà, on a un marché qui est comme ça, qui par à coup a envie d'attendre. Voilà, on a ça. On a un marché qui par à coup a envie d'entendre ce que dit la Fed, mais qui bien souvent n'a envie de penser qu'à une chose, c'est que l'IA est en train de révolutionner le monde et que ça va apporter. Puis maintenant commence à arriver ici un couteau qui tombe complètement parce que DeepSeek, parce que les Chinois annoncent qu'ils sont capables de faire aussi bien que les Américains à moindre coût. Ensuite ici, un président américain qui vient nous annoncer des taxes sur quand même les trois principaux acteurs commerciaux avec lesquels peut échanger son pays. Hein. Donc c'est pas rien. Et le marché, il rattrape tout ça chaque fois. Voilà, hop, il le descend et dans la semaine, il le rattrape. Il le descend et dans la semaine, il le rattrape. Pourtant, il n'y a pas des nouvelles exceptionnelles à se mettre sous la dent pour pouvoir le rattraper. Donc ça veut dire que quand je vous dis que le marché il est structurellement haussier, je veux dire là, on ne peut pas avoir la meilleure signification de pourquoi on se met toujours à l'achat. Parce que si
quand on a des nouvelles comme les Chinois sont capables de produire la révolution industrielle sur laquelle vous achetez tout le marché en vous disant que le monde va se révolutionner sur les produits américains, ben, les Chinois sont capables de le produire à moindre coût. Et hop, on revient. On ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas eu de grosses nouvelles en soi. Je vais taxer les principaux acteurs économiques avec lesquels je travaille. Hop, on revient. On ne sait pas trop pourquoi. Donc là, le marché, il vient de tester quand même des zones assez importantes. Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est que ça, là, ce qu'on va se marquer aujourd'hui dans l'analyse chart test, mais ça, je vous le dis dès maintenant, parce que si certains ne vont pas au bout, au moins ils l'entendront. Mais premier passage, deuxième passage, attention, attention, troisième passage sur 21 000, il faudra surtout pas toucher ça, parce que ça peut grave percer. Ça va être l'information que nous, on doit se noter en gros sur les seuils. Mais après, au niveau, pour finir avec le niveau économique, voilà ce qui se passe. Et là, on a des membres de la Fed pourtant et un marché qui se remet un petit peu en corrélation avec alors attendez, parce que oui, voilà. Avec le marché, avec les taux obligataires. Souvenez-vous, les taux obligataires, pourquoi on les regarde et pourquoi c'est important? Parce que quand même, si on vient sur les marchés financiers, c'est pour gagner plus que sur les taux obligataires. Vous vous souvenez déjà, ça va être une des premières démarches. Mais c'est aussi parce que si on veut que le marché puisse nous donner, si on peut dire, une idée de sa psychologie, il faut aussi regarder sa confiance sur le 10 ans. Donc là, le 10 ans américain, clairement, en fait, il a suivi un petit peu cette tendance du marché qui était quand même de plutôt se creuser et après de revenir. Comme ici, annonce c'était par ici, annonce de la taxe des taxes de Trump, le marché se creuse et revient. Pourquoi le marché se creuse sur l'annonce des taxes de Trump alors qu'on pourrait se dire que le marché, les taxes, justement, comme tu disais, on pourrait se dire que les taxes, ça va apporter plus de rentrée d'argent de la part du pays, de la part de l'Amérique, et donc que ça va permettre aux Américains de mieux payer leur endettement. Le marché, quand même, lui, il a une grosse crainte, et cette crainte, elle est liée à quel va être l'impact sur l'économie américaine. Et ça, moi, autant le mouvement qu'il peut y avoir sur le taux obligataire, je le comprends très bien, autant le mouvement qui des fois il y a sur le marché, j'ai un peu plus de mal à le comprendre dans quelle psychologie réelle ils sont. Donc là, quand on a un marché comme ça, sur l'annonce de Trump sur le taux obligataire, ça montre que là, il y a une inquiétude sur le potentiel économique du pays, en fait. Là, il y a une inquiétude sur le fait qu'on ne vienne pas, en fait, ralentir l'économie et ralentir et qu'après, on finalement, parce que c'est ça le risque principal, c'est qu'après, on n'arrive plus à la faire redémarrer, cette économie. Hein. Souvenez-vous des subprimes où, en fait, finalement, on était sur un marché où tout allait bien. Donc, comme tout allait bien, on a eu un membre de la Fed, un président de Fed qui a voulu augmenter les taux directeurs et qui, du coup, a complètement écrasé l'économie. Et c'est lui qui a enrayé, qui a mis le gravier lui-même dans la machine, pensant bien faire. Hein. Donc, voilà. Ici, pareillement, là, on est sur le même seuil. On est sur le seuil où on a DeepSeek qui sort, et donc les Chinois qui nous annoncent qu'ils pourraient avoir la même chose que les Américains, mais moins cher. Voilà. Donc là, inquiétude pour le marché, le taux se met à baisser. D'accord. Du coup, ce que l'on peut comprendre, c'est qu'on a des membres de la Fed qui commencent déjà à se repositionner. Et là, si on regarde, tiens, on va le mettre ici, si on regarde l'évolution du taux, de la projection des taux directeurs, elle est quand même assez intéressante. Cette évolution, elle amène quoi? Cette évolution, vous voyez qu'il y a un mois, tout juste, il y avait quand même 41% des gens qui pensaient qu'on pouvait avoir
le taux qui baisse, hein, qui baisse de 0,25 de 25 points de base sur la prochaine réunion de la Fed, et on voit que la semaine dernière, ils étaient 16 et que cette semaine, ils sont plus que 8. Donc, c'est ce qui peut amener cette tendance baissière, par exemple, que l'on a eu vendredi, parce que effectivement, les news qui sortent au niveau des données économiques ne sont pas forcément dans le sens d'une baisse des taux de la Fed, puisqu'on a certes un emploi, un rapport Jolts qui annonce qu'on est sur des moyens mis en place au niveau du nombre d'emplois qui, lui, va dans le bon sens, mais en contrario, on a un salaire horaire qui, lui, augmente. Vous voyez, on a toujours là, on est dans une eau un peu trouble, où on a un signal et un contre-signal. On a un CPI il y a 15 jours qui annonce 0,1% de baisse au niveau de l'inflation, mais 15 jours après ou la semaine après, on a un PCE Core qui sort étale avec les attentes. Pas logique, parce que normalement, si le CPI il prévoit le PCE, ça doit être dans la même dynamique. On va avoir du PMI service qui ralentit. On se dit, ok, si le PMI service ralentit, donc si l'ISM, le PMI, hein, souvenez-vous, c'est quand on demande aux chefs d'entreprise quelle est leur sensation. Donc cette réponse-là, on passe de 56 à 53 ou 54. On pourrait se dire, ça veut dire que du coup, il va y avoir un ralentissement de l'inflation ou du ressenti inflationniste, parce qu'on sait que la majorité de l'inflation qui est restante aujourd'hui, elle se situe là. Il y a un autre risque qui est au niveau de l'inflation manufacturière. Pourquoi ? Parce que l'inflation manufacturière, elle a été tout de suite réduite dès que la Fed est intervenue. Et là, maintenant, avec ces taxes douanières, avec ces effets-là, on a un nouveau petit dopage qui peut arriver au niveau de l'inflation, mais qui ne devrait pas être trop dangereux. Et surtout, dans le même temps, on a un PMI manufacturier qui, lui, emboîte le pas et va dans le bon sens et repasse au-dessus de 50. Donc, montre une certaine dynamique au niveau de ce qui est manufacturier au niveau du pays de l'Amérique. Donc ça, c'est plutôt favorable. Et par contre, à contrario, on va avoir une anticipation d'inflation, un ressenti d'inflation de la part des ménages et une anticipation d'inflation plus élevée qu'attendue le vendredi. Donc en fait, ça déboussole le marché. Parce qu'il se dit, le marché, mais la stat qui compte, c'est laquelle ? Parce que lui, il a besoin de toute cette petite stat intermédiaire pour se projeter sur la stat qui va compter. Et là, c'est très dur de savoir comment peut ressortir la stat qui compte, sachant que la stat qui compte, c'est inflation, emploi, mandat de la Fed, PCE et inscription hebdomadaire au chômage. Donc, c'est ça, en fait, qui va vraiment de plus en plus se renforcer et dicter le là, si on peut dire, enfin pas le là, c'est dicter le là sur les marchés. Et là, on voit bien que cette évolution, elle est quand même assez marquée, puisque on passe en un mois de 44% de personnes qui pensent qu'on n'aura pas de baisse de taux sur l'année jusqu'à mai 2025 à 73%. Ça, c'est le 9 janvier. Donc le 9 janvier, le 18 décembre, Powell nous dit il n'y aura certainement pas de baisse de taux en 2025. Le 9 janvier, ils sont encore 45% à croire qu'il y aura une baisse de taux dès le mois de mai. Donc pour vous dire, comme le marché, il n'écoute pas. Et puis là, progressivement, il se rapproche, vous voyez, il évolue dans le sens de Powell, à force qu'il y ait des prises de parole de la part des membres du FOMC et de la situation. Parce qu'il a envie de se rattacher à cette situation. Et donc, cette situation sur laquelle il a envie de se rattacher, c'est les résultats d'entreprise. Et comme on disait, les résultats d'entreprise pour le T1 2025, la projection de tous les résultats d'entreprise du T1 2025, de tous les GAFAM, est revue à la baisse. Donc, ça laisse sous-entendre qu'ils ne sont pas dans un dynamisme économique, ils sont plutôt craintifs face à l'état de l'économie. Et donc, par ricochet, le marché price que la Fed devrait intervenir. Mais la Fed, elle nous a annoncé la semaine dernière, souvenez-vous ce que Powell il a dit.
Qu'est-ce qu'il a dit, Powell, la semaine dernière, qui laisserait penser que la Fed, elle n'est pas pressée d'intervenir? Je ne me rappelle pas. Qu'on paye, les cours trop cher. Qu'on achète les actions trop cher. Ah, comme quoi que le marché était trop élevé. Que le prix du marché est trop élevé. C'est pas normal d'être si haut, c'est ça? Ouais. Qu'il ne s'inquiète pas sur le prix du marché parce qu'il trouve que le prix du marché est élevé. Alors qu'il n'a pas pour habitude de commenter le prix du marché. Donc, si Powell il dévie de sa trajectoire, si Powell, ça fait des années qu'il est président de Fed, il commente jamais la valorisation des entreprises, et que là, il se permet de commenter la valo en disant qu'il trouve que la valorisation des entreprises est cher payée quelque part, et est élevée, il a dit, que le prix des actifs, il était élevé. S'il trouve que le prix des actifs est élevé, si il nous met bien un warning de nous dire, si vous payez le prix des actifs élevé pour des résultats d'entreprises qui ne sont pas là, c'est vous qui êtes dans l'erreur, c'est pas moi. Moi, je suis pas pressé de baisser les taux. C'est vous, peut-être, qui vous emballez à acheter le prix d'un actif sur quelque chose qui n'est pas dans les clous. Donc, soit il nous met déjà sur la voie et le marché va corriger pour se dire que il va falloir intégrer le fait que la Fed ne va pas venir au soutien des entreprises parce qu'elle considère que le soutien, les entreprises trouvent le soutien dans le particulier, dans l'investisseur, dans l'actionnariat, soit si la Fed intervient par la suite, ce sera parce qu'il y a eu en tout cas un mouvement. Mais pour l'instant, tel que le tableau se dessine, selon moi, la Fed nous prévient qu'elle n'est pas pressée d'intervenir. Et donc, elle nous prévient que si on est prêt à payer quelque part plus cher que ce que vaut réellement l'entreprise, parce qu'on se projette sur une révolution industrielle ou une révolution technologique de ce que peut amener l'IA, c'est notre problème. Mais que lui, par contre, il est dans l'instant réel, et l'instant T, c'est que ces entreprises-là, il ne peut pas les soutenir parce qu'il y a de l'inflation, parce qu'il y a un marché de l'emploi qui se maintient et qui n'arrive pas à freiner, et qu'en plus de ça, il y a une résurgence de possibilités de taxes, etc., sur les politiques mises en place par la nouvelle administration. Donc, ils nous montrent bien qu'ils ne peuvent pas. Et pour rappel, dans la semaine, donc, on a eu effectivement, donc on disait Bowman qui a parlé, on a eu Bostic aussi qui a parlé. Bostic, par exemple, nous a dit, Bostic, il est assez écouté en plus par les marchés, mais il est toujours un petit peu au quiche. Lui qui est très au quiche, il nous a dit qu'il entend des entreprises, donc parce que en fait, ils font des enquêtes de terrain sur chaque Fed, et qu'il dit que lui, ce qui ressort de ces enquêtes de terrain, c'est que les entreprises comptent répercuter les taxes au niveau du consommateur. Ça, par exemple, c'est quelque chose qui a été dit. Donc, c'est-à-dire que les entreprises ne peuvent pas ronger leurs bénéfices. Mais c'est normal, puisque de toute façon, elles considèrent que sur le T1 2025, elles vont faire moins de bénéfices que ce que peut attendre le marché. Donc, elles ne peuvent pas prendre le risque de ronger leurs bénéfices. Elles ne peuvent pas prendre le risque de ronger leurs bénéfices pour cette raison-là, et elles ne peuvent pas prendre le risque de ronger leurs bénéfices pour la seconde raison que les taux sont élevés. Comment voulez-vous qu'elles s'endettent si elles rongent leurs bénéfices et qu'on a des taux élevés? Elles ne peuvent pas s'endetter. Donc, elles sont obligées de le répercuter sur le prix. Est-ce que ça va pousser la Fed à baisser ses taux? Ça sera un autre dilemme, parce que ça peut faire... c'est pas ce que nous a annoncé Powell quand il nous dit que pour l'instant, il trouve que le prix des actifs est élevé. Donc, voilà, on est sur un jeu, pour moi, un petit peu là, un bras de fer entre l'administration et ce que le marché, parce que le marché est clairement dans le camp de l'administration, et la Fed sur ces aspects-là. On a aussi donc Bowman qui, lui, a carrément annoncé que il était, alors lui est très dovish, donc pour vous donner un petit peu l'idée, lui est très dovish, il nous a annoncé que pour lui, il n'était pas fermé qu'il y ait des baisses de taux dès 2025. Vous voyez, au sein de la Fed, ça va être sympa de voir
ce qui peut se passer sur les prochaines réunions, parce que je pense que les discours ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Voilà. Donc, on verra un petit peu ce que l'on peut en tirer, mais psychologiquement, c'est ça qui est dur pour le marché. Et donc, on voit quand même un taux 10 ans qui a des gaps, vous voyez, qui bouge beaucoup, hein, qui est vraiment secoué. Et c'est pas, si on prend une semaine du taux 10 ans, vous voyez, pam, pam, voilà. Et là, ou quelque chose, voilà, comme ça. Regardez, là, on part du 27 janvier au 3 février, on est sur quelque chose d'assez linéaire, hein, avec des points hauts, des points bas. Là, on est sur une semaine de trading du 3 février au 9 février. Voilà. Hein. On a un point haut à 4,55, on fait un point bas à 4,46, on remonte à 4,60, on descend à 4,40, on remonte à 4,50. Donc, oui, on a fait tout ça pour rien au final, parce qu'on est grosso merdo comme on était au début de la semaine. Mais on a fait des pics entre-temps assez. L'écart de prix est assez important par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur le taux 10 ans. Donc, ce que l'on va voir maintenant graphiquement, c'est que donc le 21 000, attention, troisième passage, pas bon, ok. Dans la semaine, le CPI devrait nous apporter énormément sur la tendance. Dès demain, on va avoir prévision de l'inflation, prévision des tendances de l'emploi, donc c'est les deux parties de la Fed. Ça pourrait nous guider, bien que ça va peut-être pas nous ramener, ça ne nous fera pas perdre 2 ou 3%, mais ça pourrait guider un petit peu la séance sur une séance ou plutôt baissière ou plutôt haussière. Voilà, sachant que ils ont quand même assez faim quand ils tombent fort, et quand ils montent assez fort aussi. Donc voilà, on devrait avoir donc mardi plutôt sur l'analyse de Powell, selon ce qu'il dit, des tendances toujours pareilles, mais à mon sens, on ne devrait pas pouvoir casser une zone, hein, ça m'étonnerait. Et mercredi, donc c'est l'IPC qui nous fera casser la zone. Ce qui peut être intéressant à voir, alors attendez, je ne vais pas mettre celui-là, hop, on va le fermer, je vais en mettre un autre. Ce qui est très intéressant à voir, c'est ça. C'est que quand même, quand on regarde, on a ici un seuil à la hausse, hop, un seuil à la hausse qui se dessine, hein, clairement, ici, voilà, qui a été le seuil très difficile, vous voyez, hop, regardez, comme il a servi ici quand même dès décembre. On l'a franchi en décembre avec l'élection notamment de Trump. On l'avait fracassé le 18 décembre avec l'intervention de la Fed. On est revenu dessus, on s'est appuyé, après on a dessiné un M pour le recasser au moment de la fin d'année, d'accord? Et on est revenu le toucher, et depuis, on a du mal, en fait, vous voyez, à rester au-dessus. Donc là, à peine on l'a franchi, on a redessiné un M avec l'effet dipsique. On est revenu dessus, on l'a touché, ouf, l'effet Trump, et on revient dessus, on le touche, et là, on repart. Mais cette fois-ci, ce que je trouve intéressant par rapport à la fois d'avant, c'est que finalement, le vendredi, regardez ici, le vendredi, on n'était pas revenu au moment de la clôture. Si, on était justement, voilà, on était revenu en dessous, on était revenu plutôt sur le point bas au niveau de la clôture, de la même façon que cette semaine-là. Et souvenez-vous, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit, là, c'était exactement ici, là, le fait qu'on soit revenu sur cette droite, ce canal haussier. Je vous avais dit, si on le casse à cause des annonces de Trump, on devrait revenir dessus. À peine on l'a touché, boum, on a rendu. On a réussi à le franchir, on est revenu travailler la zone, puis après on est remonté. Okay, et on a buté sur le même point haut qu'à côté, donc qu'ici. Donc on est sur un effet de double top. On peut reprendre appui à mon sens. Là, soit mercredi, parce que là, lundi, mardi, on devrait plutôt ranger. Soit on revient plutôt, vous voyez, travailler cette zone-là, peut-être demain,
Et je vois pas pourquoi on irait chercher les 21 000 dès demain, ça m'étonnerait fortement, ou même mardi. On pourrait plutôt rester dans la même zone en attendant en fait de savoir si on revient faire un troisième passage en haut ou si on vient faire un troisième passage en bas. En tout cas, que ce soit en haut ou en bas, ce sera chaud pour l'un ou pour l'autre, parce que quand on va y aller, vous savez ce que c'est, les troisièmes passages, c'est jamais c'est un mouvement qui est assez marqué. Donc, c'est ce qu'on peut se marquer, la seule chose qu'on va avoir à attendre cette semaine, ça va être de savoir si on a le troisième passage sur 21 000 ou sur 21 900 pour pouvoir aller chercher les 22 000 et plus. Voilà. Si le CPI, bien sûr, sort bien, on devrait pouvoir aller chercher. Et regardez quand même, ce qui sera intéressant, c'est qu'on sera aussi sur un troisième passage sur cette zone ici, qui avait été bloquante ici, et qui avait été bloquante ici, et qui avait été bloquante, pardon, ici. Donc, on sera à nouveau sur un troisième passage là en haut pour la R1 et le plus haut du mois précédent, pardon, et donc revenir sur la R1M au minimum à 22 250. Voilà. Donc, si on le casse par en haut, objectif 22 250. Si on le casse par en bas, alors attention, parce qu'on aurait une dégringolada qui pourrait être énorme, de 21 500 à 21 000, et là, décrocher, et à mon sens, au minimum, revenir vers les 20 400 ici. Les 20 500 serait un très bon point d'arrêt, parce que on aurait une belle zone, et que c'est le 500 qui pèse. Hein. On peut perdre dans les 1000 points cette semaine assez facilement. Selon le CPI. Voilà. Donc, ça, on va se le marquer. Semaine en attente du CPI et Powell. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Non, c'est OK. T'as un tigre, Michel, chez toi. Ah, vous l'entendez, Ronflé? C'est dur de ne pas l'entendre. Hein. Je vais enlever le son. Non, c'est pas grave, c'est fini. Donc voilà, on peut voir ça comme ça. Donc ça va être en gros la semaine où on va attendre le CPI et le testimony de Powell pour savoir si on revient plutôt, si on sort des 21 000 points ou si on part en bas ou par en haut. En gros, c'est ça la question. Est-ce qu'on sort des 21 000 par en haut ou par en bas? Soit on sort par en haut et là on va chercher 22, 250. On ne peut pas non plus s'emballer, aller chercher le plus haut de tous les temps à 22 500 parce que ça semble ça semblera haut pour le marché, mais on manquera de news pour. Soit on sort de ça par en bas et donc on vient plutôt vers les 20 500 et 21 000 deviendra le point haut. Voilà. D'accord. En tout cas, pourtant, on serait tenté de se mettre à 21 000, c'est 1000, c'est la centaine et tout. Et il faudra ouais, je me suis mis en rouge, je me suis écrit en rouge. Je vais pas me faire avoir. Voilà. Voilà. Donc, beaucoup, si ça grimpe très haut, ça risque de s'effondrer aussi très vite ou pas? Là, en fait. S'effondrer très vite, non. Si ça grimpe beaucoup, on restera au-dessus de 22 000, en fait. On peut monter à 22 250, puis après jeudi, vendredi, revenir sur 22, puis tu vois, ou 21 980, là, le plus haut du mois précédent, 975, et hop, repartir au-dessus de 22 et finir la semaine au-dessus de 22 000, en attendant la semaine prochaine d'aller chercher le plus haut. À nouveau. En fait, le 900 qui casse, ça serait le rebond. Après, il s'appuierait dessus. Exactement. Toujours. Comme s'il casse 21 000, il peut rebondir à 20 500. Dans la semaine, revenir vers les 21 000, le toucher et boum. Pareil, parce que là, ça,
souvenez-vous en live, on l'a eu quand on a fait un très bon retour dessus. En 1 minute, vous allez le voir mieux. Attends, hop. On l'avait eu, c'était, souvenez-vous, 750, le 755 là, hein, ok. Là, quand il était revenu dessus, la pile là, hein, voilà. Là, il avait pile fait ça, et là, ouf. Et nous, sur une seule bougie, on avait pris, vous vous souvenez, 20 points ou 25 points. Donc, ça, c'est pareil. S'il remonte là, lundi, mardi, sans, vous voyez, sans le CPI, quoi. S'il revient dessus, c'est pas l'endroit où tu vas toucher. Tu vas le laisser, d'accord, ou même tu vas pas le prendre, tu vois, s'il vient là à 50, pardon. Tu vas pas le prendre de suite, tu vas pas le prendre non plus à 19 de suite, il vaut mieux que tu sautes un palier. Et après, une fois qu'il a fait le 75, bon, ben là, oui, au contraire, ça va être. Mais de toute façon, regardez, où c'est qu'il s'est arrêté, même dans la goutte de 16 heures, hop, il s'est arrêté vers les 750 ici. Vous voyez, il a fait le point bas, 734, boum, il est remonté de suite à 800. Voilà. Donc, c'est pas pour rien. Hein. Donc là, le 750, ce sera, s'il revient dessus, ce sera une réaction urticaire. Hein. Oui, je me suis fait avoir la dernière fois avec la pauvre Magali. Okay. Donc, 750, on ne touche pas. Si c'est lundi, mardi, si c'est au moment de la publication du CPI, là, ce ne sera pas pareil. Mais pareil, imaginons là, on a le CPI, vous voyez, c'est ça qui peut être, quand des fois on dit où c'est qu'on peut se mettre. Imaginons là, on est à 21 600 là, ou 550, 600 comme ça. 600, on est à 21 600 et ta publication du CPI dans 1 minute. Bon, ben, tu sais que ce qui va lui faire blocage, ça va être 750. Hein. Donc la mèche, elle va faire 150 points si elle va vers le haut. Elle va pas faire plus. Tu vois, ça, tu le sais. Donc toi, si tu dois en faire 20 et quelques, ben, il vaut mieux que tu te mettes à 680. T'es large. Parce que du coup, comme il va pousser fort, boum, il te prend à 700, il te paye et il peut monter encore 50 points, par exemple. Voilà. Donc là, c'est l'enjeu de la semaine, c'est ça. Est-ce que le 21 000, on en sort par en haut ou par en bas? Voilà. Est-ce que 21 000, ça devient maintenant un blocage à la hausse parce qu'on est venu vers 20 500? Ou est-ce que ça devient, ou est-ce qu'on passe plutôt sur un 22 000 et on regarde vers en haut, 22 250, et on revient travailler la zone 21 980 et hop, on repart vers les 22 250 et on confirme que notre point haut, c'est devenu notre point bas. Logiquement, s'ils veulent écouter Powell, ils vont descendre un peu si lui il pense qu'il monte de trop. Non, ben... Voilà, Powell, il parle depuis le 18 décembre. Donc, voilà, depuis le 18 décembre, il nous dit, voilà, si tu prends le marché, depuis le 18 décembre, on était à peu près, je pense, par là, en 26, voilà, le 18 décembre, on était là. Bon, ils sont plutôt sur une pression baissière, honnêtement. Hein, si on prend le 18 décembre au moment de la publication du taux, voilà, mais on n'est pas sur une grosse pression baissière par rapport à ce que nous raconte quand même Powell chaque fois qu'on parle. Voilà. Hein, voilà. Donc, si on prend la dernière réunion la prochaine réunion de la Fed, le 19 mars, donc quand même il reste du temps pour voir venir. Hein. Je sais, mais il va te dire. Pardon? Non, c'est pas moi qui ai parlé. J'ai pas entendu ce qui était dit. Non plus. Donc voilà. Et là, si tu prends graphiquement, tiens, même si tu prends le 28 janvier, là, Dipsic, et puis après, hop, 28 janvier, le moment, mercredi, voilà, sa publication, il n'a pas vraiment fait monter les marchés, Powell, hein, pendant le FOMC. Hein. On n'avait pas eu la dernière publication du taux, on n'avait pas eu un emballement à la hausse du marché.
c'était arrivé le lendemain sur le lendemain. Mais à l'instant même, je ne sais pas si vous vous souvenez, on n'avait pas eu un mouvement fort à la hausse. Non. Ou, bon, pas non plus fort à la baisse, mais on n'avait pas eu en tout cas un mouvement fort à la hausse. Voilà, donc ce qu'on peut en espérer, en tout cas, c'est ces zones-là qui feront la différence. Ok. Super. Pour moi, voilà. Donc faites très attention dans la semaine, et même la semaine prochaine, il faudra faire attention s'ils reviennent sur les 21 000. De toute façon, quand est-ce que ça reviendra? Il faudra, sauf si c'est bien sûr dans 4 mois, mais si c'est d'ici une semaine, 15 jours, il faudra se méfier parce que ça peut piquer. Voilà. Pas tomber dans le piège. Maxime. Avec plaisir, merci à vous. Et du coup, à demain. À demain. Allez, ciao. Bisous à tous. À demain. Bonne soirée.